Tiens, on vous met la couleur des yeux. La couleur des cheveux. Bon, en Afrique, on a à peu près normalement tous les yeux noirs et les cheveux noirs. Mais on peut mettre le teint de la peau. Parce sur une carte d'identité, je ne sais pas comment c'est fait la carte d'identité sénégalaise, mais normalement sur les cartes d'identité européennes, on vous mettait la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Ça, c'est une qualité. En Afrique, on pourrait mettre le teint de la peau, parce qu'il y a toutes sortes de teints de peau, plus ou moins clair, cuivré, noir de noir, noir ébène, bref. La qualité, ça c'est des qualités accidentelles. Il n'y a rien de plus accidentel que la couleur de la peau. Juger une personne par la couleur de la peau, c'est complètement, c'est aussi abruti. Vous avez jamais jugé un chien ou un cheval sur la couleur de sa peau. C'est complètement accidentel. Que votre cheval soit blanc ou noir, c'est pas ça qui le rendra meilleur coursier ou bref. Il n'y a rien de plus accidentel. Il n'y a rien de plus stupide que de classer quelqu'un par la couleur de sa peau. Rien de plus stupide matériellement. Il y a toutes vos qualités. Il y a les qualités physiques. Et puis il y a les qualités surtout qui sont d'ordre intellectuel, professionnel. Être médecin, c'est pas la même chose que d'être agriculteur. Quel est votre métier? C'est une qualité très importante. Le métier que vous avez appris. Est-ce que vous avez fait des études ou pas? Toutes vos qualités. Les qualités, elles font partie, elles expriment votre singularité. Mais elles ont aussi quelque chose d'universel. Si vous choisissez de faire médecine, il y en a plein d'autres qui font médecine. D'accord? Bien. Donc, toutes vos qualités. Ensuite, il y a la quantité. La quantité, c'est tout ce qui est mesurable en vous. Bon, fondamentalement, on va mettre dans votre carte d'identité votre poids et votre taille. Qualité de base. Poids et taille. Il y a quantité de base. Ensuite, il y a la catégorie relation. Relation fondamentale. Qui est ton papa, qui est ta maman? Qui sont tes oncles et tes tantes? Les relations. Alors, ça, les relations familiales et les relations filiales et parentales, ce sont des relations qui sont les plus structurantes pour votre personnalité. C'est ce qu'il y a de plus structurant. Puisque l'homme, le petit bébé, quand il vient en ce monde, il est complètement dépendant, il est complètement vulnérable, il ne sait rien faire. La seule chose que sait faire un bébé, on dit c'est l'instinct de la tétée, d'accord? C'est quand même impressionnant, la différence entre l'animal et l'être humain quand il vient dans ce monde. Le petit agneau ou le petit veau, tout de suite il est capable de marcher, de se débrouiller un peu tout seul. Un bébé, si vous l'abandonnez, il meurt tout de suite, le pauvre bébé. Vous vous rendez compte les années durant lesquelles on a été complètement dépendant de maman, jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à l'allaitement, et même encore bien après. C'est impressionnant. Vous savez que le bébé africain, il a le meilleur développement psychomoteur et intellectuel de tous les bébés du monde. Vous faites une étude comparée du développement psychomoteur et intellectuel des bébés du monde. Prenez un bébé chinois, un bébé français, un bébé africain. Jusqu'à l'âge de 3 ans, le top du top, le champion, c'est le bébé africain. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps avec sa maman. La maman, il est tout le temps avec sa maman, et c'est la relation maternelle qui est la plus importante. Les mamans françaises, elles mettent le bébé dans le berceau et débrouille-toi tout seul, quoi. C'est affreux. C'est pour ça que les Occidentaux ont des tas de problèmes psychiques qu'on n'a pas en Afrique. On sent bien que, moi qui viens de France, je vois bien que chez vous, mais tous les Européens le reconnaissent, chez les Africains, il y a une présence au corps, un réalisme du corps, et quelque chose de sain et saïen qu'on n'a plus en Occident. Et il y a un bon sens, et alors il y a d'autres fragilités, d'accord? Je n'en parlerai pas, mais vous les connaissez, vous savez bien à quel point de vue l'Afrique a du retard par rapport à l'Occident. Mais il faut être aussi conscient
de la supériorité et des avantages qu'on a par rapport à l'Occident. D'accord? Bien, fermons la parenthèse. Donc, je peux faire l'investigation de la complexité de ma personne et les catégorier suivant les 10 catégories. D'accord? On pourrait ajouter action, passion. Action, passion. Quand vous écrivez, quand vous m'écoutez, il y a une certaine passivité dans le fait d'écouter. Vous recevez l'enseignement. Vous pouvez recevoir passivement ou activement. Activement, c'est quand vous cherchez à comprendre et que vous allez poser une question ou me contredire. Là, vous êtes actif. D'accord? Mais il faut d'abord que vous receviez. L'enseignement, c'est d'abord recevoir. Recevoir, vous êtes passif, vous accueillez, vous recevez. Et cet enseignement, vous allez le faire vôtre en le repensant par vous-même ou en le critiquant. Là, vous êtes actif, action, passion. Le lieu fait partie de ma personne, le fait que je suis né à Dakar. Ce n'est pas la même chose pour moi, si je suis né à Dakar, que d'être né dans un village au fin fond du Sénégal. Ça m'a déterminé autrement. D'accord? Le lieu, le temps, le fait d'être né au XXIe siècle, ce n'est pas la même chose que d'être né au XVIIIe siècle. Ou même vos arrière-grands-parents. Vos arrière-grands-parents, pour la plupart, ils ne savent ni lire ni écrire. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'étudier. C'est extraordinaire, quand même. Et puis, il y a le situs. Le situs, ce n'est pas la même chose pour vous d'être assis sur une chaise maintenant. Le situs, c'est la position dans le lieu. Vous êtes assis. Et moi, je suis debout. C'est pas la même chose. Et ça le détermine autrement. Si vous étiez allongé, ça vous déterminerait encore autrement. Si vous vous allongez, vous risquez de vous endormir. C'est un peu gênant pour suivre un cours. Voilà les catégories de l'être. Ma manière d'être s'exprime à travers ma substance première, ma substance seconde, mes qualités, mes quantités, mes relations, tout ça. J'existe à travers tout ça. Le propre de la philosophie d'Aristote, c'est de rechercher les principes et les causes. Alors, il y a deux causes que l'on cherche en métaphysique. C'est d'abord de se demander, c'est la cause formelle qui répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» Le « qu'est-ce que c'est ?» Le principe de l'être selon la forme, c'est la substance. Fondamentalement pour moi, qu'est-ce que c'est que exister? J'existe en étant telle personne et dans la nature humaine que je peux définir. C'est universel. Substance première, substance seconde. À partir de là, Aristote découvre la substance principe selon la forme de ce qui est. Ça rend compte de l'unité, parce que la question philosophique fondamentale, c'est le rapport entre l'un et le multiple. Je suis unique et je suis plein de diversité. Qu'est-ce qui fait l'unité de cette diversité? Au niveau de l'être, c'est la substance. Au niveau de la vie, c'est l'âme vivante. Il y a un principe en moi que ne peut pas saisir le biologiste, parce que ce n'est pas en analysant mathématiquement des phénomènes matériels que vous saisirez l'âme. L'âme, elle est immatérielle. Un principe est immatériel. Il fait l'unité cachée dans la diversité. Le principe. Je peux dire en moi que mon principe vital, c'est l'âme. Quand je meurs, l'âme se sépare du corps. Et le corps va se décomposer, il va perdre son unité. Il va être rongé par les vers et pourrir et disparaître dans la terre. Il y a les os qui vont rester, parce que ça met beaucoup plus longtemps à se dégrader. Donc dans 10 000 ans, on pourra retrouver mes os. Et avec l'ADN dans mes os, on pourra dire beaucoup de choses sur moi. Mais c'est l'âme qui faisait l'unité du vivant. Elle n'est plus là. D'accord? Et l'âme est pour moi substance, le noyau de mon être, source de mon unité. D'accord? Et donc je vais distinguer substance et accident. La substance, c'est le noyau fondamental. Tout peut changer en moi, sauf
ma substance, qui fait que je suis un être humain et que je suis telle personne. Je ne peux pas devenir un éléphant. Jamais je pourrais devenir un éléphant. Et jamais je pourrais devenir une autre personne. Par contre, mes qualités peuvent changer. Je peux prendre du produit pour les Sénégalaises, elles veulent se clarifier la peau. Les Françaises, les Européennes, elles veulent se brûler la peau. Donc j'étais à Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles, ce qui m'a frappé, c'est qu'autour du couvent, à Bruxelles, il pleut beaucoup, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et vous avez toutes les femmes blanches en hiver qui vont dans des solariums pour activer la mélanine et pour être plus foncé de peau. Parce que ça fait bien, ça fait chic, elle revient de vacances à la mer, elle revient de Popongine, elle a passé l'hiver à Popongine, elle est bronzée, voilà. C'est quand même curieux qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Les Françaises veulent être moins blanches, être bronzées, les Africaines veulent devenir moins noires et plus blanches. Bien. Donc je peux changer les qualités. Je peux prendre du poids ou diminuer, je peux faire un régime, parce que je me dis j'ai 30 kilos en trop, il faut absolument que je maigrisse. Aujourd'hui, on va vous dire, est-ce que je peux changer de sexe? Est-ce qu'un homme peut devenir une femme et une femme un homme? Aujourd'hui, on peut même changer, on peut vous couper votre sexe masculin et vous, le chirurgien peut vous faire un sexe féminin. Mais est-ce que vous êtes... est-ce que vous êtes vraiment devenu... Non. Dans chacune de vos cellules, vous pouvez changer vos organes, vous pouvez les modifier. Vous pouvez vous faire greffer un cœur de cochon. Il y en a qui font ça. Bon, ça ne marche pas très bien. Mais enfin, bon, ça marche quelques jours, quelques semaines, après vous mourrez. Bon. Mais pour d'autres organes, ça peut marcher. Mais, être homme ou femme, c'est gravé dans chacune de vos cellules, dans vos hormones, dans le fonctionnement de votre cerveau. Donc vous pouvez changer les apparences. Vous pouvez vous maquiller comme une femme, vous faire pousser des seins pour vous ressembler à une femme, mais dans vos cellules et au fond de vous-même, vous savez que vous êtes un homme. Et à la fin de votre vie, la plupart des homosexuels et transgenres, à la fin de leur vie, ils disent, bon, ils veulent revenir à la vérité. La vérité ontologique, c'est que je suis fondamentalement soit homme, soit femme. D'accord ? Maintenant, c'est l'imagination, les problèmes psychiques qui vont faire que je ne suis pas à l'aise et que je veux changer de sexe. Et aujourd'hui, on vous fait croire que c'est la liberté suprême de l'homme. Oui, une exaltation de la liberté de l'homme qui croit qu'elle peut tout faire. C'est un orgueil phénoménal. Bon. Le cours arrive déjà à sa fin. Je vous ai parlé fondamentalement donc, des 10 catégories de l'être, unité et diversité. Et nous avons abordé le premier principe découvert en métaphysique, la substance, le noyau de mon être, ce qui ne peut pas changer. J'espère qu'on aura une autre heure pour découvrir le deuxième principe de la métaphysique, l'être en acte et la distinction entre acte et puissance. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.